Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Les centrales syndicales des travailleurs votent demain pour choisir leurs représentants. Près de 250 000 électeurs sont attendus dans les urnes. 14 centrales sont en compétition. Les détails dans cette édition. Aucune hausse n'est prévue sur le prix du pain. Déclaration du président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Le ministre du Commerce annonce dans la foulée les assises de la filière farine avant le 10 juillet prochain. Et puis, coup de projecteur sur les bonnes affaires du Ramadan. Nat chapelet, exemplaire du Coran ou cure-dent. Un commerce florissant se développe en ce mois béni. Le marché se porte bien et les commerçants essaient de tirer leur épingle du jeu pour faire le maximum de profit. Popenguine sur le chemin du sanctuaire marial. Les fidèles se réjouissent du prolongement de l'autoroute à péage jusqu'à Sindia. Gain de temps, moins de fatigue avec les embouteillages. L'axe qui mène au pèlerinage est devenu plus praticable. Aubaine bénédiction, les mots ne manquent pas pour apprécier l'ouvrage. C'est le premier reportage de la série consacrée au pèlerinage marial de Popenguine. Bienvenue à tous, atelier sur l'état de mise en œuvre de la fonction publique locale. La rencontre présidée par Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, a permis aux différents acteurs de faire le point sur la réforme de la fonction publique locale et d'ébaucher un plan d'action. Seydina Alioune-Fall. Faire le point sur la fonction publique locale, prétexte qui a réuni tous ces acteurs, l'État, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales et l'Association des maires du Sénégal ont fait l'état des lieux sur la réforme de la fonction publique locale. Pour nous, les mesures concrètes doivent être prises d'urgence pour que les travailleurs en tout cas soient rassurés et que la fonction publique, ce n'était pas simplement un éléphant blanc, mais c'est une réalité, c'est une révolution sociale. Concernant cette réforme, l'implication de l'Association des maires s'avère très utile. Quand nous, en tout cas, en tant qu'association des maires du Sénégal, nous nous réjouissons de cette démarche et que nous montrons toute notre disponibilité effectivement pour rendre effectif et pour rendre même opérationnel cette fonction publique locale qui constitue une attente vraiment majeure de nos agents. Et donc, en tout cas, l'association des maires, le ministre l'a dit tout à l'heure, a un rôle important à faire dans le domaine de la divulgation de l'information. Des pas importants ont été franchis avec la mise en place de la réforme de la fonction publique locale, mais il reste encore du chemin à faire. Il était intéressant donc de poser effectivement le doigt sur les contraintes pour nous permettre de les résorber. Mais la perspective elle est bonne. Aujourd'hui, il faut aller vite pour qu'au plan déjà individuel, c'est-à-dire au plan de la ressource humaine plus individuellement, que les gens se sentent bien dans un secteur, mais en sécurité. De manière globale. Je crois que monsieur le président de l'intersyndicale l'a dit tout de suite, il faut absolument faire en sorte que les personnels des collectivités locales se sentent bien dans les collectivités locales par la prise en charge d'un certain nombre de dysfonctionnements le plus rapidement possible. Il est attendu à l'issue de cet atelier de mise en œuvre de la fonction publique locale, l'élaboration de tout un plan d'action. Du secteur du travail et protection sociale, un atelier sur les politiques en cours s'est tenu ce lundi avec cette question d'actualité. Quelle orientation stratégique pour une mise en œuvre harmonisée dans le PSE et l'espace UMOA? Fatou Sakho. Ce document de politique pour le développement du secteur travail et protection sociale est un instrument d'orientation et de planification des priorités sur la période 2017-2022. La lettre de politique de développement du secteur travail et protection sociale du secteur est un document stratégique dans lequel sont diagnostiquées les forces et les faiblesses, sont définies les grandes orientations ainsi que les programmes d'action prioritaires avec des impacts mesurables sur les populations et le développement du pays, de même que le cadre de pilotage et de suivi-évaluation. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, notre pays a l'obligation de se doter de cet outil de prévision pour s'arrimer aux politiques de développement national et international. Votre démarche, Monsieur le ministre, traduit ainsi la pleine conscience que vous avez des enjeux du moment, marqués par les réformes communautaires de l'UEMOA d'une part et de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent d'autre part. Des orientations stratégiques pertinentes ont été identifiées dans la présente lettre de politique sectorielle de développement. Évidemment, la question
de l'amélioration des conditions de travail est un point important du diagnostic. Des solutions ont été préconisées en termes de renforcement du nombre de ressources humaines, de même que l'amélioration des conditions de travail tant sur le plan matériel que sur le plan logistique. La restitution du document qui a rassemblé techniciens, acteurs, partenaires et députés a laissé entrevoir une démarche inclusive dans son élaboration. Cette étape de validation nationale permettra désormais à mon département de disposer d'un cadre cohérent de mise en œuvre de nos missions dans l'optique d'une croissance durable et inclusive. Cet atelier sur la politique de développement du secteur travail et protection sociale qui s'est tenu ce lundi a pour objectif un travail décent pour tous les travailleurs. Restons dans le monde du travail avec Fatou Sarro qui nous parle de ces élections de représentativité des centrales syndicales. C'est demain 30 mai. Près de 250 000 travailleurs vont choisir leur représentation syndicale à travers le territoire national. 14 centrales sont en compétition. Quelques explications sur le déroulement de ce scrutin. Les 45 commissions électorales départementales sont à pied d'œuvre pour les élections de représentativité prévues ce 30 mai. 14 centrales syndicales vont se disputer les suffrages des travailleurs. Les élections nécessitent un certain nombre de dispositions matérielles et logistiques. Et pratiquement, le ministère en charge du travail a pris toutes ces dispositions en relation avec les préfets de département et les inspections régionales du travail pour que demain, il y ait le moins de problèmes possible. Ce sont environ 250 000 travailleurs qui vont exprimer leur appartenance syndicale à l'issue du renouvellement du fichier. Le fichier a été stabilisé à l'issue de plusieurs réunions de la Commission électorale nationale où, à l'unanimité, il a été validé par l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des centrales syndicales de travailleurs, qu'il s'agisse des représentants de l'administration. Donc nous sommes aujourd'hui à plus de 250 000 électeurs. L'enjeu de ces élections est de déterminer quelles sont les centrales syndicales qui vont porter la voix des travailleurs lors des négociations avec les autorités administratives. Au sortir de ces élections, les centrales syndicales qui auront réussi à avoir le seuil de représentativité de 10% seront déclarées comme centrales syndicales représentatives par un arrêté des ministres chargés du travail, qui vont porter la voix des travailleurs avec toute la légitimité et la légalité nécessaires. Ces élections vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national, dans plus de 1000 bureaux de vote. Elles seront supervisées par les préfets et représentants des différentes centrales en lice. Aucune hausse sur le prix du pain n'est envisagée. C'est la déclaration faite par le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal à la tête d'une forte délégation. Amadou Gaye prenait part à une réunion de travail avec le ministre en charge du commerce, Alassane Diédhiou. Après les meuniers, c'est au tour des boulangers, membres de la Fédération nationale, de s'asseoir autour de la table de discussion avec les ministres en charge du commerce pour débattre de la situation difficile que connaît ce secteur. Le secteur de la boulangerie et les acteurs eux-mêmes en conviennent, souffrent d'un problème d'organisation corollaire de la crise qui sévit dans la minoterie. Le sac de 50 kg à 22 500, vous l'avez payé à 20 000, vous le payez aujourd'hui à 17 200 et vous continuez à avoir des problèmes. Donc ça veut dire qu'en fait, le problème n'est pas nécessairement au niveau du prix. Ce n'est pas aujourd'hui un problème de prix de farine et de pain qu'on a discuté, mais comment réorganiser le secteur d'une manière définitive. Malgré l'homologation des prix, les autorités en sont arrivées à ce constat. Quand on vend le prix de la farine à 12 500, à qui profite ce prix? Qui en bénéficie réellement? Est-ce que ceux qui en bénéficient sont là? Est-ce que c'est vous les boulangers? Est-ce que ce sont les consommateurs? Est-ce que c'est l'État? Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou il y a quelques-uns qui en bénéficient, qui ne sont pas là et qui veulent tirer les ficelles. Vous n'en profitez pas parce que vous avez des problèmes. Le consommateur n'en profite pas parce que le prix du pain n'a pas baissé. L'État n'en profite pas, il perd des recettes. Mais qui en profite? Le gouvernement est là pour mettre de l'ordre quand il y a une injustice dans une situation. Côté consommateur, la tension dans le secteur de la boulangerie avait fait craindre des velléités de hausse du prix du pain. Mais les boulangers rassurent. Je tranquillise la population. Il n'y a pas de hausse du prix de la farine. Et mieux encore, la qualité et les poids
vont être respectés par rapport à nos membres. On est dans un état de droit. Ceux qui ne vont pas respecter, ceux qui font des déclarations pour dire qu'ils ne vont pas respecter le poids, ça les engage. Et l'état de droit va s'imposer. Donc la direction du commerce va faire son travail par rapport à cette déclaration-là. Mais nous, ce qu'on peut dire, nos membres vont respecter les poids et les prix. L'objectif spécifique visé par cette rencontre, c'est surtout d'écouter les interlocuteurs et les autorités, dans un souci d'impliquer l'ensemble des acteurs dans la réorganisation de la filière et de trouver une solution structurelle. Le ministre en charge du commerce a annoncé des assises de la filière farine avant le 10 juillet prochain. Auparavant, des concertations intrasectorielles se tiendront avec le soutien de l'administration du commerce. En ce mois de Ramadan, il y a des affaires qui marchent fort. La vente de chapelets, de nattes ou des exemplaires du Coran fait bien des heureux. Au marché, les commerçants multiplient les bénéfices et essaient de s'adapter à la demande. Le mois de béni, c'est aussi la période des bons chiffres d'affaires sur plusieurs produits. Jean Dior. Le jeûne, c'est s'abstenir de manger et de boire, mais c'est aussi un temps de prière. Pour ce faire, le pratiquant a besoin d'accessoires, autant que possible. Une natte, un chapelet. Dieu merci, la vente de chapelets et de Coran se porte bien. Tu vois un client qui achète 10 à 30 chapelets. On vend en grande quantité. Par exemple, je viens de vendre 40 Corans à quelqu'un qui m'a confié qu'il va les distribuer ce soir à la mosquée. Le Ramadan, c'est notre période. Les chapelets, les livres saints et les nattes sont rapidement vendus. En quelques jours, la marchandise est vite écoulée. Mais en dehors du Ramadan, j'en vends un à un. Difficile de trouver un commerçant spécialisé dans la vente d'un seul produit. Ces vendeurs varient leurs marchandises pour tirer plus de bénéfices. Je vends plusieurs variétés de cure-dents. Il y a le tamarin, la cola et le abatou sauda, très prisés en cette période. Les gens en achètent pour se curer et d'autres l'utilisent parce qu'ils sont habitués. Mieux, d'autres éliminent de leurs étals les autres produits et se consacrent à un seul. Ce vieux en est un exemple. Il est connu dans la vente de fruits de cueillette. Ramadan oblige, les jujubes et autres ont cédé la place aux dattes. Je vends des arachides, des soupes et des jujubes. Mais dès que le Ramadan s'annonce, j'arrête tout et je me consacre à la vente de dattes. Des clients, j'en manque pas. D'autres produits de grande consommation ont plus du lait et du sucre, le bissap et le gingembre. Ces denrées garnissent beaucoup de commerces. Il y a l'oseille rouge naturel et le vimto. Il y a aussi le gingembre que l'on vend plus que le bissap parce que les années précédentes, j'en vendais jusqu'à 400 bassines en début de Ramadan. Mais cette année, j'ai juste vendu une centaine. Nous avons du lait en poudre en paquet, mais beaucoup de femmes préfèrent le lait vendu au détail. D'habitude, c'est ce qu'elles envoient au village pour l'offrir aux parents et proches. Le marché des produits de première nécessité se porte bien en cette période. En ce début du mois de Ramadan, les commerçants ont fait le plein. Chacun trouve des astuces pour tirer un grand profit. Ramadan, des premiers jours dépend souvent la suite du programme. 72 heures se sont déjà écoulées dans une relative fraîcheur, au moins sur la frange côtière. Mais jeûner, c'est bien plus que se priver de nourriture et d'eau. C'est s'éloigner de toutes les formes de tentation. Et si l'on doit exprimer sa solidarité aux démunis, cela doit se faire sans ostentation. Ramadan sur la ligne de départ, c'est une chronique signée Oumar Djawa. Après environ 336 jours à manger, à boire, à prendre plaisir, souvent de façon illicite, à ne pas toujours dire la vérité, à médire, voici revenu le Ramadan. Temps d'abstinence et de pénitence, jour de pardon et de dévotion profonde ou de façade. Et la mesure de ce regain de religiosité est bien le plein des mosquées. Ceux dont le front ne touchait que très rarement le sol y vont d'interminables prières surérogatoires,
Savent-ils seulement le coefficient 5 de celles obligatoires pour lesquelles ils ont à longueur d'année collectionné les zéros? Le ramadan venu, on se rappelle enfin que l'islam recommande fortement la solidarité, car si nous sommes égaux devant le Créateur, c'est en d'autres termes que l'avoir, le pouvoir ou le savoir. Il y a des riches de longue date, les subitement enrichis, les pauvres comme Job et ceux qu'ils sont devenus, des hommes et des femmes que seul le jeune n'affame pas et qui se nourrissent de la dignité et des apparences. Dans une société majoritairement de croyants, c'est un paradoxe que de souffrir de faim occulte. Malgré tout, le ramadan reste une période d'expression d'une certaine forme de générosité devant les caméras. La difficulté à montrer que l'on est dans le besoin oblige beaucoup à renoncer à ses dons. En définitive, ces actions ne sont qu'une juste redistribution, une obligation, un partage plus qu'une charité. Et puis, l'accès à Popenguine est de plus en plus facile. La cité religieuse est bien desservie grâce au prolongement de l'autoroute à péage jusqu'à Sindia. Les populations expriment leur satisfaction à quelques jours de la 129e édition du pèlerinage marial. Louis-Philippe Saka. Jusqu'à l'année dernière, les pèlerins qui se rendaient à Popenguine empruntaient pour la plupart la route nationale. Et il y avait souvent beaucoup d'embouteillages. Ce calvaire supporté durant des décennies est désormais conjugué au passé. Pour cette 129e édition, la voie d'accès principale sera sans doute l'autoroute à péage. Une aubaine pour les hôtes de cette démarche de foi. C'est une bénédiction. C'est une chose qu'on avait demandé à la Vierge, d'être sur le chemin de tous les pèlerins. Et c'est ce qu'elle a fait. Nous rendons grâce à Dieu. On a beaucoup prié pour ça et donc notre prière a été exaucée. Du beau monde, il y en aura comme chaque année. Pour les jeunes, cette nouvelle infrastructure va faciliter la mobilité. Une bonne chose pour la population et la jeunesse de Popenguine et de Ndayane et de Sindia. La circulation ne sera pas compliquée. Et cette autoroute permet de désengorger la route nationale. Et ça, c'est une très belle chose. Cette année, il y aura beaucoup de monde parce que ça va coïncider avec le ramadan. Donc, c'est deux phénomènes religieux qui vont coïncider. Donc, il y a un flux de monde, mais avec le comité local et le comité national, les gens ont pris en charge tous ces paramètres-là. Il y a assez de sécurité pour permettre le flux normal de la population. La fluidité, c'est aussi l'aménagement de parking. Des sites sont identifiés pour compléter le parking spécial. Un parking est aménagé. Donc, on attend tout le monde. La commune est déjà prête. Donc, nous sommes sur la bonne lancée pour accueillir tout véhicule qui arrive. On a vraiment un grand parking pour ça. D'ici l'événement, la gendarmerie nationale va concocter un plan de circulation pour faciliter l'accès au sanctuaire marial. Et puis ce communiqué de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Dans sa livraison du lundi 29 mai 2017, le quotidien Le Témoin écrit en manchette de sa première page « Révélation explosive de la Sénat, près d'1 million de cartes inutilisables » et fait état d'un rapport confidentiel de la Sénat révélant des informations graves quant à la tenue des élections législatives à la date du 30 juillet 2017. Un document de la Commission électorale nationale autonome, estampillé confidentiel, relève des manquements graves lors des inscriptions sur les listes électorales, lit-on dans l'article qui indique que sur les 2 100 000 électeurs, 800 000 à 1 million risquent d'être inutilisables à cause des photos mal faites. On y retrouve des photos qui ne sont pas en conformité avec l'identité de la personne qui figure sur la carte. La diffusion de ces informations manifestement fausses constitue une atteinte grave à la crédibilité de la Sénat à qui elle attribue des constats auxquels l'institution n'a jamais procédé. La Sénat dément catégoriquement l'existence d'un quelconque document estampillé confidentiel comme de tout autre écrit émanant d'elle et faisant état de 800 000 à 1 million de cartes qui risquent d'être inutilisables en raison des photos mal faites. La Sénat, qui contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et référendaires, veille en particulier à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Fait à Dakar le 29 mai 2017, signé le président de la Sénat.
C'est plus de 6 milliards de francs CFA que l'Agence française de développement va injecter dans l'éducation à Ziguinchor à travers le financement du programme d'amélioration de l'éducation de base en Casamance PAEPCA. Construction, réhabilitation de salles de classe et capacitation des enseignants sont les 3 volets retenus. En tournée à Ziguinchor, l'ambassadeur de France s'est rendu dans certains établissements bénéficiaires. Kaltom Gueye. Oussouy est la première étape de cette tournée de l'ambassadeur de France ici à Ziguinchor. Christophe Bigot est venu visiter cette infrastructure grandiose bâtie sur 7 hectares avec plus de 7 milliards investis dans cet hôtel. Mais depuis sa création en 1992, il est resté clos. Aujourd'hui, avec l'appui du Bureau de mise à niveau et l'Agence française de développement, bailleur du BMN, l'hôtel d'Iri Mayotte commence à renaître. Et d'ici quelques mois, il va réouvrir ses portes au public. On assistera à l'éclosion de la Casamance ici. Je crois que ça, c'est le moteur de relance du tourisme casamancé. Parce qu'à chaque fois que l'on réalise une visite, on repart avec la conviction que la Casamance est bien repartie. Il faut oser, et nous l'avons fait. Le campement Oudia, dit Todi Malegen, entre autres structures, ont reçu l'accompagnement du bureau de mise à niveau, comme l'hôtel d'Iri Mayotte. Aujourd'hui, il fallait relancer pas sur la totalité de ces activités, parce que comme vous le voyez, c'était un gros investissement, mais en tout cas, en mettant l'accent sur une partie des activités de cet hôtel Giromite, pour lequel, en tout cas, le bureau de mise à niveau apporte un appui pour permettre à d'autres investisseurs qui le souhaitent de venir accompagner la rénovation de ce joyau, comme vous avez pu le constater, et aussi de permettre à la population locale de trouver des emplois. Cette visite est l'occasion pour la représentation diplomatique française de voir de visu l'évolution des projets où intervient l'Agence française de développement. Dans le domaine de l'agriculture, l'Agence française de développement fait un certain nombre de projets, mais là aussi je pense qu'on peut passer à une échelle supérieure pour moderniser l'agriculture, la rendre plus efficace. Que ce ne soit pas simplement une agriculture qui nourrisse la population, ce qui est très important, ce n'est pas seulement une agriculture qui fasse vivre la population, mais c'est une agriculture qui contribue au développement de l'ensemble de l'économie de la région et du pays. L'économie, le tourisme, la culture, la santé, l'éducation sont autant de secteurs qui reçoivent l'appui de l'AFD ici, au niveau de la Casamance. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin est en visite au Sénégal. C'est pour un échange d'expériences avec le CNRA sur le numérique et la régulation de l'audiovisuel notamment. Journée ponctuée par une visite à la RTS à Ramdawa. Le top management de la RTS, pour dérouler le tapis rouge, a des hôtes venus échanger sur des questions spécifiques. La régulation de l'audiovisuel et la communication, domaine d'intervention de la HAC, l'équivalent du CNRA au Bénin. Ce passage à la RTS était incontournable pour ces raisons. D'abord, le passage de l'analogique au numérique. Ensuite, la gestion de la question de l'accès équitable des partis politiques aux médias du service public. Et à cette occasion, je pense que nous pouvons dire que nous ne nous sommes pas du tout trompés. Le Sénégal est déjà passé au numérique. Et donc, nous avons appris beaucoup de choses. La RTS n'a pas hésité à leur ouvrir ses portes. En plus des échanges à bâton rompu sur des questions communes, les hôtes ont eu droit à une visite guidée. La RTS est toujours très heureuse de recevoir des délégations qui viennent d'Afrique et du monde. Le directeur général de la RTS a tenu à inviter tous ses collaborateurs afin de les accompagner, de leur expliquer les réformes qui ont été apportées dans le travail ici dans la maison en termes de passage au numérique, en termes d'offres programmatiques. Entre instances de régulation, de telles rencontres relèvent d'un partage fréquent d'expériences, souligne le CNRA. Chaque instance peut s'enrichir de l'expérience de l'autre, n'est-ce pas? Donc là,
Peut-être nous, on a actuellement la possibilité de regarder nos télévisions sur la TNT. Ce n'est pas encore le cas. Donc là, c'est très normal qu'ils viennent poser des questions sur comment on a fait pour arriver à ce stade. Tout comme nous aussi, on peut avoir besoin d'aller rendre visite la HAC ou bien une autre instance. J'ai parlé tout à l'heure de la publicité. Là, on a dit que vraiment, la publicité n'est pas bien réglementée au Sénégal. Et à ce niveau, le CNRA est même allé jusqu'en Côte d'Ivoire pour s'enquérir de la situation là-bas. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin a un domaine d'intervention plus large que le CNRA. Une invitation en retour est adressée et au CNRA et à la RTS. Fin de formation de quelques éléments de la police et de la gendarmerie nationale sur la fraude documentaire et le trafic d'êtres humains. L'initiative est de l'Espagne afin de mieux outiller les forces de défense et de sécurité face à ces fléaux. Lamine Touré. La fraude documentaire et le trafic d'êtres humains, deux préoccupations prises au sérieux par l'Espagne et le Sénégal. 19 éléments de la police et de la gendarmerie nationale sont désormais bien outillés pour faire face aux problèmes. 5 jours durant, ils ont été formés pour déceler toute manœuvre dans ce sens. Quand il y a des problèmes, surtout liés à la criminalité transfrontalière, il n'y a que la coopération internationale pour en faire face. Pour lutter contre le trafic humain, c'est justement un bon exemple. Cette formation entre dans le cadre de la formation continue des forces de défense et de sécurité. Et le gouvernement sénégalais tient vraiment à saluer et à remercier la coopération espagnole et son Excellence l'ambassadeur. Cette mise à niveau des forces de défense et de sécurité constitue un axe stratégique de la coopération qui lie les deux pays. L'Espagne est surtout chargée pour le compte de l'Union européenne d'appuyer le Sénégal dans le cadre du renforcement de ses institutions de sécurité. L'Espagne est aussi l'un des pays États membres de l'Union européenne qui a été choisi pour gérer, pour utiliser des fonds qui sont venus de l'Union européenne pour faire des activités, des projets de formation et de renforcement des capacités institutionnelles du Sénégal. Cette formation s'est déroulée dans un contexte mondial d'insécurité. La fraude documentaire et le trafic d'êtres humains sont à combattre pour que le phénomène ne s'aggrave pas dans les pays du Sud. Sous forme de brèves illustrées nous mène en Centrafrique, en Corée du Nord et en RDC. Une épidémie du virus Ebola sévit dans le nord du pays. C'est Dinar Lunfal. En République démocratique du Congo, le gouvernement a autorisé des tests de vaccination contre le virus Ebola. Une épidémie s'est déclarée dans le nord du pays. Il n'existe aucun vaccin homologué, mais l'OMS a annoncé quelques jours après la déclaration de l'épidémie du virus Ebola par les autorités qu'il existait un vaccin prometteur dont les stocks pourraient être acheminés en quelques jours en RDC. Des chercheurs ont annoncé la découverte aux États-Unis d'un anticorps qui neutralise les 3 principales souches du virus Ebola. Bangassou, en Centrafrique, a replongé dans la terreur des tueries malgré la présence des casques bleus. Ces derniers ne peuvent contenir les affrontements. Des tensions entre Seleka et Antibalaka ont dégénéré en tueries intercommunautaires de masse. Le déploiement de casques bleus a réduit le niveau des exactions, mais des bandes armées sévissent toujours dans plusieurs régions du pays. En réponse aux dirigeants du G7 qui ont qualifié de menace grave le programme balistique nord-coréen, Pyongyang a procédé à un énième tir de missile balistique, missile qui a parcouru près de 450 km en direction du Japon. Washington et Pékin sont en négociation pour étudier d'éventuelles sanctions internationales. Le Premier ministre japonais exige pour sa part une réaction concrète avec son allié américain. L'État du Sénégal, en partenariat avec l'ONG Sight Savers, a lancé la 2e phase du projet d'éducation inclusive à Louga. 384 millions sont mobilisés pour la période 2017-2021. Les régions de Louga et Kaolack sont les principales bénéficiaires. Pape Kolingom. Les enfants en situation de handicap ont longtemps été exclus du système éducatif. Mais depuis 2012, le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec l'ONG Sight Savers, a mis en place un projet d'éducation inclusive.
Il s'agit d'enseigner des élèves déficients visuels et des élèves non handicapés dans une même salle de classe. Une expérience qui a porté des fruits dans la banlieue de Dakar. Avec l'ONG Side Saver, des classes inclusives ont été ouvertes dans 3 inspections de l'éducation et de la formation de la banlieue de Dakar et ont permis d'enrôler 165 élèves non-voyants. Des résultats encourageants certes, mais aussi une forte demande dans les régions de l'intérieur. Side Savers a obtenu un nouveau financement de l'Agence de développement des Irlandais, Irish Aid, de un montant de 384 millions francs CFA pour la période de 2017 à 2021. Afin de prévoir un projet de l'éducation inclusive et d'atteindre dans les régions de Kaolack et de Louga. L'État ne doit pas être seul dans ce projet d'éducation inclusive. En conformité avec l'acte 3 de la décentralisation, les plans de développement et les budgets des collectivités locales devront également intégrer l'éducation des enfants, en particulier des enfants vivant avec un handicap. Cette seconde phase du projet d'éducation inclusive va durer 5 ans. Elle va permettre aux enfants déficients visuels de N'Djambour et de Saloum de pouvoir accéder aux services de l'éducation nationale. Va abriter la 10e édition du Festival national des arts et de la culture. L'événement est prévu dans la première quinzaine du mois de décembre 2017. Un CRD de lancement des préparatifs s'est tenu en présence des autorités administratives coutumières et les acteurs culturels. Les engagements forts ont été pris pour relever les défis de l'organisation et de la participation. Diana Badja. Louga veut hisser la barre très haut. Choisie par le chef de l'État pour abriter la 10e édition du Festac, la capitale du N'Djambour compte bien relever le défi. Nous allons trouver la formule la meilleure pour que Louga puisse, sur le plan régional, participer et remporter les trophées. Cette fois-ci, c'est pour les trois trophées. C'est un privilège fait à Louga, c'est un honneur fait à Louga. Les autorités administratives, les autorités locales, la société civile, les acteurs culturels, toutes les populations seront mobilisées pour réussir ce grand rendez-vous de Louga, du Sénégal et de la sous-région. Les acteurs culturels venus nombreux assister au CRD de lancement des activités préparatoires de l'événement ont donné un avant-goût des festivités. Faire mieux qu'au Kolda qui avait réussi l'accueil de la 9e édition, c'est l'objectif des populations de Louga. Un challenge porté également par les autorités administratives de la région. La région de Louga est un véritable terreau, j'allais dire, un terreau fertile pour ce qu'elle représente, qu'elle possède en matière de tradition fortement ancrée dans le domaine de la culture. Mais aussi Louga, à travers son histoire, aussi possède d'excellentes potentialités sur le plan culturel. La réussite de ce grand rendez-vous culturel passe par une implication des élus locaux, car la culture est une compétence transférée. Sur le plan des ressources, que ce soit financières, matérielles, etc., nous ne pouvons qu'être rassurés. Parce que ce qui fait en réalité le FESNAC, c'est tout cela. Ce n'est pas que le ministère qui organise, mais c'est le ministère qui vient aider une collectivité, une ville à organiser. Le Festival des arts et cultures qui se tiendra dans la première quinzaine du mois de décembre est la seule activité culturelle à caractère national. Louga promet un spectacle grandiose en 2017, décrété année de la culture par le président de la République. Ainsi prend fin cette édition. Madame, Messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.
cette année, j'ai juste vendu une centaine. Nous avons du lait en poudre en paquet, mais beaucoup de femmes préfèrent le lait vendu au détail. D'habitude, c'est ce qu'elles envoient au village pour l'offrir aux parents et proches. Le marché des produits de première nécessité se porte bien en cette période. En ce début du mois de Ramadan, les commerçants ont fait le plein. Chacun trouve des astuces pour tirer un grand profit. Ramadan, des premiers jours dépend souvent la suite du programme. 72 heures se sont déjà écoulées dans une relative fraîcheur, au moins sur la frange côtière. Mais jeûner, c'est bien plus que se priver de nourriture et d'eau. C'est s'éloigner de toutes les formes de tentation. Et si l'on doit exprimer sa solidarité aux démunis, cela doit se faire sans ostentation. Ramadan sur la ligne de départ, c'est une chronique signée Oumar Djawa. Après environ 336 jours à manger, à boire, à prendre plaisir souvent de façon illicite, à ne pas toujours dire la vérité, à médire, voici revenu le Ramadan. Temps d'abstinence et de pénitence, jour de pardon et de dévotion profonde ou de façade. Et la mesure de ce regain de religiosité est bien le plein des mosquées. Ceux dont le front ne touchait que très rarement le sol y vont d'interminables prières surérogatoires. Savent-ils seulement le coefficient 5 de celles obligatoires pour lesquelles ils ont à longueur d'année collectionné les zéros? Le Ramadan venu, on se rappelle enfin que l'islam recommande fortement la solidarité, car si nous sommes égaux devant le Créateur, c'est en d'autres termes que l'avoir, le pouvoir ou le savoir. Il y a des riches de longue date, les subitement enrichis, les pauvres comme Job et ceux qu'ils sont devenus, des hommes et des femmes que seul le jeûne n'affame pas et qui se nourrissent de la dignité des apparences. Dans une société majoritairement de croyants, c'est un paradoxe que de souffrir de faim occulte. Malgré tout, le Ramadan reste une période d'expression d'une certaine forme de générosité devant les caméras. La difficulté à montrer que l'on est dans le besoin oblige beaucoup à renoncer à ses dons. En définitive, ces actions ne sont qu'une juste redistribution, une obligation, un partage plus qu'une charité. Et puis, l'accès à Popenguine est de plus en plus facile. La cité religieuse est bien desservie grâce au prolongement de l'autoroute à péage jusqu'à Sindia. Les populations expriment leur satisfaction à quelques jours de la 129e édition du pèlerinage marial. Louis-Philippe Sada. Jusqu'à l'année dernière, les pèlerins qui se rendaient à Popenguine empruntaient pour la plupart la route nationale. Et il y avait souvent beaucoup d'embouteillages. Ce calvaire supporté durant des décennies est désormais conjugué au passé. Pour cette 129e édition, la voie d'accès principale sera sans doute l'autoroute à péage. Une aubaine pour les hôtes de cette démarche de foi. C'est une bénédiction. C'est une chose qu'on avait demandé à la Vierge, d'être sur le chemin de tous les pèlerins. Et c'est ce qu'elle a fait. Nous rendons grâce à Dieu. On a beaucoup prié pour ça. Du secteur du travail et protection sociale, un atelier sur les politiques en cours s'est tenu ce lundi avec cette question d'actualité. Quelle orientation stratégique pour une mise en œuvre harmonisée dans le PSE et l'espace UMOA? Fatou Sakho. Ce document de politique pour le développement du secteur travail et protection sociale est un instrument d'orientation et de planification des priorités sur la période 2017-2022. La lettre de politique de développement du secteur travail et protection sociale du secteur est un document stratégique dans lequel sont diagnostiquées les forces et les faiblesses, sont définies les grandes orientations ainsi que les programmes d'action prioritaires avec des impacts mesurables sur les populations et le développement du pays, de même que le cadre de pilotage et de suivi-évaluation. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, notre pays a l'obligation de se doter de cet outil de prévision pour s'arrimer aux politiques de développement national et international. Votre démarche, Monsieur le ministre, traduit ainsi la pleine conscience que vous avez des enjeux du moment, marqués par les réformes communautaires de l'UEMOA d'une part et de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent d'autre part. Des orientations stratégiques pertinentes ont été identifiées dans la présente lettre de politique sectorielle
développement. Évidemment, la question de l'amélioration des conditions de travail est un point important du diagnostic. Des solutions ont été préconisées en termes de renforcement du nombre de ressources humaines, de même que l'amélioration des conditions de travail tant sur le plan matériel que sur le plan logistique. La restitution du document qui a rassemblé techniciens, acteurs, partenaires et députés a laissé entrevoir une démarche inclusive dans son élaboration. Cette étape de validation nationale permettra désormais à mon département de disposer d'un cadre cohérent de mise en œuvre de nos missions dans l'optique d'une croissance durable et inclusive. Cet atelier sur la politique de développement du secteur travail et protection sociale qui s'est tenu ce lundi a pour objectif un travail décent pour tous les travailleurs. Restons dans le monde du travail avec Fatou Sarro qui nous parle de ces élections de représentativité des centrales syndicales. C'est demain 30 mai. Près de 250 000 travailleurs vont choisir leur représentation syndicale à travers le territoire national. 14 centrales sont en compétition. Quelques explications sur le déroulement de ce scrutin. Les 45 commissions électorales départementales sont à pied d'œuvre pour les élections de représentativité prévues ce 30 mai. 14 centrales syndicales vont se disputer les suffrages des travailleurs. Les élections nécessitent un certain nombre de dispositions matérielles et logistiques. Et pratiquement, le ministère en charge du travail a pris toutes ces dispositions en relation avec les préfets de département et les inspections régionales du travail pour que... Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Les centrales syndicales des travailleurs votent demain pour choisir leurs représentants. Près de 250 000 électeurs sont attendus dans les urnes. 14 centrales sont en compétition. Les détails dans cette édition. Aucune hausse n'est prévue sur le prix du pain. Déclaration du président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Le ministre du Commerce annonce dans la foulée les assises de la filière farine avant le 10 juillet prochain. Et puis, coup de projecteur sur les bonnes affaires du Ramadan. Nat chapelet, exemplaire du Coran ou cure-dent. Un commerce florissant se développe en ce mois béni. Le marché se porte bien et les commerçants essaient de tirer leur épingle du jeu pour faire le maximum de profit. Popenguine sur le chemin du sanctuaire marial. Les fidèles se réjouissent du prolongement de l'autoroute à péage jusqu'à Sindia. Gain de temps, moins de fatigue avec les embouteillages. L'axe qui mène au pèlerinage est devenu plus praticable. Aubaine, bénédiction, les mots ne manquent pas pour apprécier l'ouvrage. C'est le premier reportage de la série consacrée au pèlerinage marial de Popenguine. Bienvenue à tous, atelier sur l'état de mise en œuvre de la fonction publique locale. La rencontre présidée par Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, a permis aux différents acteurs de faire le point sur la réforme de la fonction publique locale et débaucher un plan d'action. Seydina Alioune-Fall. Faire le point sur la fonction publique locale, prétexte qui a réuni tous ces acteurs, l'État, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales et l'Association des maires du Sénégal ont fait l'état des lieux sur la réforme de la fonction publique locale. Pour nous, les mesures concrètes doivent être prises d'urgence pour que les travailleurs en tout cas soient rassurés et que la fonction publique, ce n'était pas simplement un éléphant blanc, mais c'est une réalité, c'est une révolution sociale. Concernant cette réforme, l'implication de l'Association des maires s'avère très utile. Quand nous, en tout cas, en tant qu'Association des maires du Sénégal, nous nous réjouissons de cette démarche et que nous montrons toute notre disponibilité effectivement pour rendre effectif et pour rendre même opérationnel cette fonction publique locale qui constitue une attente vraiment majeure de nos agents. Et donc, en tout cas, l'Association des maires, le ministre l'a dit tout à l'heure, a un rôle important à faire dans le domaine de la divulgation de l'information. Des pas importants ont été franchis avec la mise en place de la réforme de la fonction publique locale, mais il reste encore du chemin à faire. Il était intéressant donc de poser effectivement le doigt sur les contraintes pour nous permettre de les résorber. Mais la perspective elle est bonne. Aujourd'hui, il faut aller vite pour qu'au plan déjà individuel, c'est-à-dire au plan de la ressource humaine plus individuellement, que les gens se sentent bien dans un secteur, mais en sécurité. De manière globale. Je crois que monsieur le président de l'intersyndicale l'a dit tout de suite, il faut absolument faire en sorte que
les personnels des collectivités locales se sentent bien dans les collectivités locales par la prise en charge d'un certain nombre de dysfonctionnements le plus rapidement possible. Il est attendu à l'issue de cet atelier de mise en œuvre de la fonction publique locale l'élaboration de tout un plan d'action. Demain, il y ait le moins de problèmes possible. Ce sont environ 250 000 travailleurs qui vont exprimer leur appartenance syndicale à l'issue du renouvellement du fichier. Le fichier a été stabilisé à l'issue de plusieurs réunions de la Commission électorale nationale où, à l'unanimité, il a été validé par l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des centrales syndicales de travailleurs, qu'il s'agisse des représentants de l'administration. Donc nous sommes aujourd'hui à plus de 250 000 électeurs. L'enjeu de ces élections est de déterminer quelles sont les centrales syndicales qui vont porter la voix des travailleurs lors des négociations avec les autorités administratives. Au sortir de ces élections, les centrales syndicales qui auront réussi à avoir le seuil de représentativité de 10% seront déclarées comme centrales syndicales représentatives par un arrêté des ministres chargés du travail, qui vont porter la voix des travailleurs avec toute la légitimité et la légalité nécessaires. Ces élections vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national, dans plus de 1000 bureaux de vote. Elles seront supervisées par les préfets et représentants des différentes centrales en lice. Aucune hausse sur le prix du pain n'est envisagée. C'est la déclaration faite par le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal à la tête d'une forte délégation. Amadou Gaye prenait part à une réunion de travail avec le ministre en charge du commerce, Alassane Diédhiou. Après les meuniers, c'est au tour des boulangers, membres de la Fédération nationale, de s'asseoir autour de la table de discussion avec les ministres en charge du commerce pour débattre de la situation difficile que connaît ce secteur. Le secteur de la boulangerie et les acteurs eux-mêmes en conviennent, souffrent d'un problème d'organisation corollaire de la crise qui sévit dans la minoterie. Le sac de 50 kg à 22 500, vous l'avez payé à 20 000, vous le payez aujourd'hui à 17 200 et vous continuez à avoir des problèmes. Donc ça veut dire qu'en fait, le problème n'est pas nécessairement au niveau du prix. Ce n'est pas aujourd'hui un problème de prix de farine et de pain qu'on a discuté, mais comment réorganiser le secteur d'une manière définitive. Malgré l'homologation des prix, les autorités en sont arrivées à ce constat. Quand on vend le prix de la farine à 12 500, à qui profite ce prix? Qui en bénéficie réellement? Est-ce que ceux qui en bénéficient sont là? Est-ce que c'est vous les boulangers? Est-ce que ce sont les consommateurs? Est-ce que c'est l'État? Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou il y a quelques-uns qui en bénéficient, qui ne sont pas là et qui veulent tirer les ficelles. Vous n'en profitez pas parce que vous avez des problèmes. Le consommateur n'en profite pas parce que le prix du pain n'a pas baissé. L'État n'en profite pas, il perd des recettes. Mais qui en profite? Le gouvernement est là pour mettre de l'ordre quand il y a une injustice dans une situation. Côté consommateur, la tension dans le secteur de la boulangerie avait fait craindre des velléités de hausse du prix du pain. Mais les boulangers rassurent. Je tranquillise la population. Il n'y a pas de hausse du prix de la farine. Et mieux encore, la qualité et les poids vont être respectés par rapport à nos membres. On est dans un état de droit. Ceux qui ne vont pas respecter, ceux qui font des déclarations pour dire qu'ils ne vont pas respecter le poids, ça les engage. Et l'état de droit va s'imposer. Donc la direction du commerce va faire son travail par rapport à cette déclaration-là. Mais nous, ce qu'on peut dire, nos membres vont respecter les poids et les prix. L'objectif spécifique visé par cette rencontre, c'est surtout d'écouter les interlocuteurs et les autorités, dans un souci d'impliquer l'ensemble des acteurs dans la réorganisation de la filière et de trouver une solution structurelle. Le ministre en charge du commerce a annoncé des assises de la filière farine avant le 10 juillet prochain. Auparavant, des concertations intrasectorielles se tiendront avec le soutien de l'administration du commerce. En ce mois de Ramadan, il y a des affaires qui marchent fort. La vente de chapelets, de nattes ou des exemplaires du Coran fait bien des heureux. Au marché, les commerçants multiplient les bénéfices et essaient de s'adapter à la demande. Le mois de béni, c'est aussi la période des bons chiffres d'affaires sur plusieurs produits. Jean Dior. Le jeûne, c'est s'abstenir de manger et de boire, mais c'est aussi un temps de prière. Pour ce faire, le pratiquant a besoin d'accessoires, autant que possible. Une natte, un chapelet,
Dieu merci, la vente de chapelets et de Coran se porte bien. Tu vois un client qui achète 10 à 30 chapelets. On vend en grande quantité. Par exemple, je viens de vendre 40 Corans à quelqu'un qui m'a confié qu'il va les distribuer ce soir à la mosquée. Le Ramadan, c'est notre période. Les chapelets, les livres saints et les nattes sont rapidement vendus. En quelques jours, la marchandise est vite écoulée. Mais en dehors du Ramadan, j'en vends Difficile de trouver un commerçant spécialisé dans la vente d'un seul produit. Ces vendeurs varient leurs marchandises pour tirer plus de bénéfices. Je vends plusieurs variétés de cure-dents. Il y a le tamarin, la cola et le abatou sauda, très prisés en cette période. Les gens en achètent pour se curer et d'autres l'utilisent parce qu'ils sont habitués. Mieux, d'autres éliminent de leurs étals les autres produits et se consacrent à un seul. Ce vieux en est un exemple. Il est connu dans la vente de fruits de cueillette. Ramadan oblige, les jujubes et autres ont cédé la place aux dattes. Je vends des arachides, des soupes et des jujubes. Mais dès que le Ramadan s'annonce, j'arrête tout et je me consacre à la vente de dattes. Des clients, j'en manque pas. D'autres produits de grande consommation ont plus du lait et du sucre, le bissap et le gingembre. Ces denrées garnissent beaucoup de commerces. Il y a l'oseille rouge naturel et le vimto. Il y a aussi le gingembre que l'on vend plus que le bissap parce que les années précédentes, j'en vendais jusqu'à 400 bassines en début de Ramadan. Mais